Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans les sources que vous nous avez fournies sur l'économie algérienne et il y a un paradoxe qui saute vraiment aux yeux. Oui, tout à fait. D'un côté, on a des chiffres de croissance qui sont assez impressionnants pour la période 2023-2025. Le PIB hors hydrocarbures, Et c'est crucial de le préciser, ça. Absolument, c'est l'économie réelle, loin des aléas du pétrole. Et ce PIB, donc, il a bondi de 5,7%. Mais de l'autre, il y a ce sentiment très répandu que cette richesse, elle n'arrive pas dans le portefeuille des gens. C'est ça. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est un peu d'essayer de comprendre où va cet argent. C'est la question centrale. Et l'analyse qui est fournie, elle est presque contre-intuitive. Elle suggère que ce n'est pas un bug du système, mais au contraire une fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la croissance n'est pas perdue, elle est délibérément réorientée. Au lieu de la distribuer sous forme de liquidités, de salaires immédiats, on l'investit massivement. On l'investit ? Oui, dans les fondations productives du pays. D'accord, investir dans les fondations, ça sonne bien, mais c'est un peu abstrait. Concrètement, l'analyse donne des exemples, parce que les chiffres sont spectaculaires. Ah oui ? L'agriculture à plus 6,1%, et l'industrie du cuir et de la chaussure qui explose littéralement à plus 15,4%. 15%, c'est un chiffre de miracle économique, ça. Exactement. Et derrière ces pourcentages, il y a une réalité très concrète. Cet argent, en fait, c'est le financement de nouvelles usines, c'est la modernisation des équipements agricoles, les grands projets. Les infrastructures. Voilà. Il irrigue l'économie par les entreprises de BTP, les fournisseurs, les transporteurs. Ça maintient et ça crée de l'emploi. L'idée forte de l'analyse, c'est ce basculement. L'argent qui servait à importer des produits finis sert maintenant à construire l'outil pour les fabriquer sur place. C'est ça. C'est un investissement à long terme. La récolte n'est pas pour demain. D'accord. Donc une partie de la croissance est réinvestie dans le hardware du pays, si on veut. Mais l'analyse, elle ne s'arrête pas là. Elle parle aussi d'un concept que j'ai trouvé vraiment intéressant. Le salaire social indirect. Exactement. Cette idée que l'argent est là, mais il est invisible. C'est l'autre pilier de l'explication. Un bouclier social qui est massif et souvent on le sous-estime. Le budget 2025 y consacre, tenez-vous bien, 5 928 milliards de dinars. C'est une somme colossale. Colossal. Et l'énergie en est l'exemple le plus parlant. Le prix de l'électricité est à peu près 4 fois inférieur à la moyenne mondiale. Le litre de carburant coûte 0,30 €. Alors qu'il dépasse 1 € chez certains voisins. Bien sûr, c'est donc un transfert de richesse directe à chaque fois qu'on fait le plein. Et l'énergie, ça parle à tout le monde. Mais j'imagine que ce bouclier invisible s'étend à d'autres domaines, n'est-ce pas ? Absolument. Il y a les subventions alimentaires, près de 660 milliards de dinars pour que les prix des produits de base, le lait, les céréales, l'huile, restent stables, voilà. La baguette de pain qu'on paie un prix dérisoire est en réalité financée à perte par la collectivité. Et on peut ajouter à ça la gratuité de l'éducation, de la santé ou l'allocation chômage pour plus de 2 millions de personnes. C'est donc une part énorme des dépenses des ménages qui est prise en charge. Directement par l'État. D'accord, alors si on rassemble toutes les pièces, d'un côté des investissements massifs dans les usines, les infrastructures, de l'autre un État qui subventionne lourdement le quotidien, quelle est l'image d'ensemble qui se dessine ? Quel est le but ? Le mot qui ressort des documents, c'est la souveraineté. La souveraineté. L'exemple de l'industrie pharmaceutique est très frappant. En construisant des usines locales, le pays couvre maintenant 82% de ses besoins en médicaments. Ce qui est énorme. Et cet argent, du coup, il ne s'évapore plus à l'étranger. Il finance des emplois qualifiés ici et une sécurité sanitaire nationale. La logique est la même pour la sécurité alimentaire ou la sécurité hydrique avec les usines de dessalement. Donc on passe d'une richesse, disons, liquide et volatile à une richesse solide, durable. C'est exactement ça. Des infrastructures, de la sécurité, de l'indépendance. C'est une image forte. On passe un peu de la cigale qui consomme à la fourmi qui bâtit pour l'hiver. L'analyse suggère une sorte d'épargne forcée collective. C'est un pari sur l'avenir qui demande une patience immense. C'est tout à fait ça. La croissance se sent moins parce qu'elle n'est pas consommée, elle est transformée en briques, en routes, en résilience. Et c'est là que l'analyse soulève une question passionnante pour l'avenir. Elle note que cette stratégie, en améliorant les conditions de vie, crée paradoxalement une classe moyenne plus nombreuse, mieux éduquée et donc plus exigeante. Et les attentes de cette nouvelle classe moyenne augmentent plus vite que la capacité du système à y répondre, du moins immédiatement. C'est un signe de succès, mais c'est aussi un défi politique.
C'est une réflexion profonde pour conclure. Si l'impatience des citoyens est en fait la preuve que la transformation du pays est en bonne voie, comment l'État va-t-il gérer cette nouvelle équation ? C'est la grande question. Une fois que la phase d'investissement de la fourmi sera achevée, comment s'organisera le temps de la récolte pour satisfaire les aspirations de tous ? Voilà de quoi méditer.